Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, ouverture du procès de l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo entre 2002 et 2003. La date du référendum prévu en République centrafricaine approche. Le processus électoral, référendum inclus, doit être achevé avant le 30 décembre, un délai difficilement respectable selon le président du CNT. La demande énergétique est en constante augmentation en Zambie. Les autorités doivent donc répondre rapidement aux attentes afin de pouvoir maintenir leur taux de croissance. Le groupe des islamistes Shebab a une nouvelle fois frappé. Ses membres se sont attaqués mardi à une base de la MISOM, la force de l'Union africaine, base située au sud de la Somalie. Même s'il est encore provisoire, le bilan serait lourd au sein des soldats présents dans cette base de Djalan. Une centaine manquent toujours à l'appel et une cinquantaine n'auraient pas survécu à cette attaque. C'est aux alentours de 7h30 GMT qu'a débuté ce mercredi l'audience du procès de l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda à La Haye, aux Pays-Bas. Durant les 2 jours prévus pour l'ouverture de ce procès, Fatou Bensouda, la procureure, doit s'exprimer. Puis suivront les avocats des victimes, l'avocat de l'accusé, puis Bosco Ntaganda en personne. Plus de précisions sur l'objet de ce procès avec Lise Elsie Akizimana. Bosco Ntaganda devant les juges de la Cour pénale internationale depuis ce mercredi 2 septembre 2015. Le procès de l'ancien chef adjoint de l'état-major général, responsable des opérations militaires des FPLC, les forces patriotiques pour la libération du Congo, s'est ouvert après la confirmation des charges du 9 juin 2014 par la chambre préliminaire de la CPI. Pour nous, qui sommes avocats et défenseurs des droits de l'homme, je crois que c'est la fin de cette série de batailles qui est en train d'arriver et nous ne pouvons que souhaiter que la justice soit dite et dite dans l'intérêt de M. Bosco Ntaganda et surtout des victimes qui souffrent encore dans leur peau et qui souffrent encore dans leur esprit et dans leur chair. Bosco Ntaganda est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été perpétrés en 2002 et en 2003 dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. C'est donc un long procès qui s'annonce devant la CPI. Vous savez, il y a la présomption d'innocence. Si on estime que Bosco Ntaganda n'a pas commis les crimes pour lesquels il est poursuivi, qu'on le libère. Mais s'il a commis ces crimes, qu'il soit condamné de façon exemplaire, afin que les éventuels criminels soient amenés à ne plus commettre les mêmes crimes. Il ne suffit pas de faire un procès qui va durer 1 semaine, 1 mois. Si il faut amener toutes les victimes à témoigner et que la Cour soit éclairée de manière correcte, de manière évidente et rendre une bonne justice, nous pensons que même si ça doit durer 1 année, 2 ans, que cela puisse se faire. L'essentiel, c'est qu'il y ait un procès juste et équitable. Tout au long de ce procès, l'accusation devrait présenter plus de 8000 documents, dont les rapports d'experts, extraits vidéo et déclarations. Il y aura également plus de 70 témoins de faits. Au cours de ce procès de Bosco Ntaganda, surnommé également Terminator, 2149 victimes reconnues dans le cadre des procédures pourront également témoigner. En Centrafrique, Alexandre Ferdinand Ngende, le président du Conseil national de transition, est sceptique face au chronogramme des élections présidentielles et législatives à venir. Des retards auraient été accumulés au fil du temps. Le gouvernement insiste pour sa part sur le respect des délais censés mettre fin à la transition en cours. Lise Elsie Akizimana. Les élections auront-elles lieu en octobre 2015 en Centrafrique? Le calendrier électoral suscite désormais des réserves au sein de la classe politique. L'Agence nationale des élections a fixé le premier tour de la présidentielle et des législatives au 18 octobre et le second tour au 22 novembre 2015, un chronogramme qui risque de ne pas être respecté. Techniquement, les élections ne peuvent pas se faire en totalité avant le 30 décembre, c'est une évidence. Au moment où je vous parle, le recensement n'est pas achevé dans tout le pays. En dehors de la ville de Bangui où c'est achevé, dans tout le reste du pays, le recensement n'est pas en cours. Au mieux,
dans la moitié ouest et dans la moitié est, dans certaines préfectures comme la préfecture de la Ouaka, qui est la plus grosse préfecture au centre du pays, ça n'a même pas commencé. Quand on parle de finir les élections le 30 décembre, moi je veux bien, mais je ne sais pas comment ça se fera, c'est pas possible. La transition politique, qui a été mise en place après la crise de 2013-2014, a été prolongée du 18 août au 30 décembre 2015 sur recommandation de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, l'objectif étant de permettre l'organisation des élections crédibles et transparentes. C'est politiquement correct de dire que la transition finit le 30 décembre, mais la charte dit aussi que la transition finit avec les élections. Moi, je pense que l'un dans l'autre, vraiment, ce qu'il doit être fait, c'est de dire qu'il faut se faire les élections le plus tôt possible et le mieux possible. Maintenant, s'affranchir de ce fétichisme calendaire-là qui inhibe toute initiative, les gens ne se prononcent pas, alors qu'il est évident sur le terrain que le processus connaît beaucoup de difficultés, beaucoup d'atermoiements, mais il avance. Il avance, mais il ne s'achèvera pas avant le 30 décembre. Quoi. Donc maintenant, il faut se rendre compte de l'évidence et puis dire que les élections se tiendront peut-être fin décembre, début janvier, mais 30 décembre, date fatidique, ça, je pense qu'il faut relativiser cette notion-là. Parce que c'est ça qui fait le blocage dans l'esprit de tous. La première étape du processus électoral devait débuter le 4 octobre 2015. En effet, le projet de constitution a été adopté le 30 août 2015 et doit être soumis à un référendum national. Mais un nouveau report des élections est de plus en plus envisagé. Le Gabon est désormais membre de l'Africa Finance Corporation. Son adhésion lui permet de bénéficier d'un statut de créancier privilégié et d'avoir par conséquent la possibilité d'accélérer son développement, notamment en matière d'infrastructures. Le Gabon est donc le 10e pays africain à adhérer à cette institution financière basée à Lagos, après le Nigeria, le Cap-Vert, le Tchad, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie depuis sa création en 2007. La Zambie, qui est d'ailleurs le 2e plus grand pays producteur de cuivre en Afrique et qui a également besoin d'importantes ressources énergétiques pour alimenter son secteur minier. Et pourtant, depuis quelques mois, ce pays d'Afrique australe est en proie au délestage alors que la demande est en hausse. Deogracias Kpeto. Selon la Banque africaine de développement, la Zambie, qui vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, dispose de ressources d'énergie hydroélectrique abondantes dont seul un tiers est exploité. Sur l'ensemble du pays, seulement 25% des Zambiens ont accès à l'électricité. Une préoccupation pour les autorités qui font désormais face à un autre défi, celui du déficit de production de l'énergie électrique. Le 2e plus grand producteur de cuivre de l'Afrique a vu réduite sa production d'électricité de 300 MW en mai 2015 suite à la baisse des niveaux d'eau dans les barrages. À l'origine de cette situation, la sécheresse qui se prolonge. Conséquence, les fréquentes coupures de l'énergie électrique à travers le pays. Nos activités tournent au ralenti. Nous vivons en permanence cette situation de délestage qui nous affecte énormément. Nous ne sommes même plus en mesure de croire que nos salaires nous seront payés à temps. Et quant à l'utilisation du charbon de bois pour cuisiner, ce n'est pas tout à fait possible. Le cadre ne s'y prête pas. Nous ne pouvons peut-être travailler qu'entre 8h et 12h. L'énergie électrique se fait rare. Parfois, les coupures durent de 7h du matin à 16h du soir. Donc, s'il y a peut-être un moyen par lequel le gouvernement pourrait nous aider et réduire ces délestages, cela nous sauverait. La Banque africaine de développement estime qu'environ 6000 MW de ressources en énergie hydroélectrique sont encore non exploitées par la Zambie. La capacité de production d'électricité a été évaluée à quelques 2200 MW avec une chute de la production dans l'ordre de 1900 MW au mois de mars 2015. Le secteur minier est fortement dépendant de l'énergie électrique. Nous sommes sur la bonne voie parce que nous améliorons la plupart de nos installations. La plupart de ces stations d'appui ont connu des jours meilleurs. Elles existent depuis plus de 40 ans et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut davantage d'investissements. Les installations ont besoin d'être entièrement rénovées. La production du cuivre de la Zambie a été impactée au mois de juillet 2015 par cette crise énergétique. Les recettes d'exportation de cette matière première ont chuté de près de 30% au premier semestre de l'année. Le gouvernement de son côté annonce de prochaines mesures pour améliorer la situation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.